Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes ici avec Chas Freeman, diplomate à la retraite, ambassadeur et ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis. Merci, comme toujours, d'être revenu dans l'émission. Jarred de voor Jans seklein Easter van Rascal voor de Pinguini Pardo de secrétaire. Oh, désolé, j'ai oublié assistant. Je viens de te promouvoir. Oui, désolé pour ça. Je vous remercie. Eh bien, ce dont je voulais discuter avec vous, c'est qu'il semble que nous soyons arrivés à un point où les guerres sont remplacées, ou du moins semblent toucher à leur fin, avec certaines propositions d'accords de paix. Encore une fois, je suis un peu pessimiste, et certains de ces accords ont moins de potentiel que d'autres. Mais on le voit, de l'Ukraine au Moyen-Orient. Pour commencer par l'Ukraine, il semble que la diplomatie entre les Américains et les Russes se soit poursuivie et qu'il y ait désormais un accord. Certains rapports indiquent que Trump l'a approuvé. Que pensez-vous de ces accords? Les Européens, bien sûr, sont très mécontents parce qu'ils n'ont pas été inclus. Et j'ai l'impression qu'ils ne souhaitent pas vraiment que la guerre se termine, d'une manière ou d'une autre. Comment interprétez-vous ce nouvel accord de paix proposé? How do you make sense of this new peace agreement being put forward? Well, of course, what we're told is that there have been. Eh bien sûr, on nous dit qu'il y a eu des discussions secrètes hors caméra entre les États-Unis et la Fédération de Russie. On ne sait pas clairement quel en est le contenu. Il y a diverses fuites qui me semblent être des ballons d'essai, mais je pense qu'il est trop tôt pour commenter ce tableau général d'une paix qui éclaterait partout. Ce sont de fausses paix. Donald Trump marque des points pour le prix Nobel de la paix. Je suppose qu'il veut venir vous rendre visite à Oslo. Mais en réalité, il n'y a pas de paix entre l'Inde et le Pakistan, entre le Rwanda et le Congo, entre le Cambodge et la Thaïlande. En fait, ils se battent à nouveau. Et il n'y a pas de paix en Ukraine. Et il n'y aura peut-être jamais de paix en Ukraine à travers le processus quasi-diplomatique géré par Donald Trump. Quasi-diplomatic process. What does seem clear is that there has been a Ce qui semble clair, c'est qu'il y a eu une réévaluation à Washington concernant la question ukrainienne. Le général Kellogg, qui a été un fervent partisan du gouvernement Zelensky et un diffuseur de la propagande ukrainienne sur la guerre, ne semble plus être impliqué. On nous dit que le secrétaire de l'armée et 2 généraux 4 étoiles se sont rendus à Kiev pour parler aux Ukrainiens. Vraisemblablement, pour leur donner une dose de réalisme en lien avec les discussions présumées avec les Russes. Nous avons eu le démenti mystérieux des Russes selon lequel ils ne se rendaient pas à Istanbul pour rencontrer Zelensky. Donc tout cela est très confus. Mais je ne pense pas que la paix soit en train d'éclore quelque part. Vraiment. Et je n'ai pas mentionné Gaza et la question israélo-palestinienne, qui a pris une tournure vraiment désastreuse avec la résolution de l'ONU approuvant un projet impossible pour Gaza. Oui, je vois dans les médias tous ces rapports et interprétations de l'accord de paix censé mettre fin à la guerre en Ukraine. Ils font tous référence à des porte-paroles anonymes ou à des personnes de l'intérieur. Et souvent on tombe sur de la désinformation. Donc je reste un peu prudent quant à ce qu'il faut croire. Mais dans l'ensemble, le tableau général semble toutefois correct. Les États-Unis et la Russie ont en quelque sorte trouvé un terrain d'entente sur la manière dont cette situation doit être résolue, à savoir la division de Zaporizhia et de Kherson avec les Ukrainiens. Et bien sûr, la question de la Crimée est désormais pratiquement mise de côté. La question est donc de savoir si cela est acceptable pour les Russes, car ils ne contrôlent toujours pas environ 14% de Donetsk. Ils progressent rapidement, l'armée ukrainienne s'effondre, et Zelensky est en grande difficulté en raison de problèmes de corruption et d'une lassitude générale face à la guerre en Ukraine. And general war fatigue in Ukraine. And so
Je pense donc qu'il y a deux questions à poser. Combien de temps Zelensky restera-t-il au pouvoir, ou plus précisément dans une position de pouvoir, car il n'est pas clair combien de pouvoir il exerce réellement. Et combien de temps l'Ukraine tiendra-t-elle? Quand cédera-t-elle? Ces options se réduisent très rapidement. C'est donc peut-être un moment propice pour une sorte d'accord entre les États-Unis et la Russie. Et je suis d'accord avec vous, les Européens non seulement ne sont pas présents, mais n'ont apparemment rien à apporter pour le moment. Cela peut donc être réel, mais nous n'en savons rien. Oui, vous avez dit que désormais, les lignes de front s'effondrent de plus en plus vite, et nous voyons l'avancée russe s'accroître ou s'intensifier. Il progresse maintenant à une vitesse bien plus grande. Cela crée d'autres problèmes au-delà des pertes territoriales et logistiques. Cela signifie aussi que nous voyons des milliers d'Ukrainiens tués ou piégés dans des poches, car plus les Russes avancent rapidement, plus les retraits deviennent désorganisés. Et bien sûr, il est très difficile de quitter les villes lorsqu'elles sont encerclées, simplement s'éloigner de ces positions. Donc ils finissent par rester. Ensuite, avec ces pertes supplémentaires, le moral chute et il y a moins de force pour tenir les lignes de front. Ainsi, tout semble s'enchaîner, s'effondrer. Mais cela reste logique, toutefois, si Washington pousse à mettre fin à tout cela, car une victoire russe, je pense, serait très laide. C'est-à-dire que si la Russie peut régler cela à sa manière, elle pourrait aussi devenir trop gourmande, je suppose. Donc, il me semble que c'est dans l'intérêt de tout le monde, si les conditions dures que les Russes avancent dans une solution diplomatique restent bien meilleures que ce qu'une victoire russe représenterait pour les Européens, les Ukrainiens et les Américains. On pourrait penser que la motivation serait là maintenant. Mais les Américains ne semblent pas suivre. Cela dépend de qui l'on désigne par les Ukrainiens. Je ne pense pas que Zelensky représente encore vraiment son pays, du moins pas dans une large mesure. Mais comment comprendre les Européens, alors? Ils me déconcertent toujours un peu, même si j'en fais partie. Comment peuvent-ils s'opposer à cela avec autant de vigueur alors qu'il n'y a pas de plan B? Eh bien, c'est une absence d'imagination, une absence d'art de gouverner, une absence de leadership. Pratiquement tous les pays européens d'importance dans cette guerre ont une politique fracturée, un gouvernement très faible et aucun consensus. Et dans ce contexte, je pense que nous avons vu plusieurs forces à l'œuvre. Tout d'abord, le conditionnement de la guerre froide, considérer les Russes comme des monstres à tenir à distance, est encore bien vivant dans la psychologie européenne. Il est exploité pour les raisons habituelles. Lorsqu'on n'a pas de programme, on cherche à enflammer le soutien nationaliste en désignant un ennemi et en se positionnant contre lui. Il y a aussi la question de l'anxiété européenne concernant la relation avec les États-Unis et de savoir si la protection américaine dont l'Europe a bénéficié pendant 4-20 ans touche désormais à sa fin. Ce qui signifie, Dieu, que nous devons affronter les Russes par nous-mêmes. Eh bien, on pourrait penser que dans ce contexte, les gens commenceraient à envisager comment vivre avec la Russie. Et quelques-uns ont commencé à y réfléchir, peut-être dans un cadre eurasien plutôt que purement européen. Je sais que certains penseurs en France, en particulier, semblent aller dans cette direction. Mais pour le moment, les Européens n'ont aucune idée. Ils n'ont rien à proposer. Et en fait, l'une des choses qui se produisent, mettant en quelque sorte un terme à l'Ukraine, c'est que non seulement il y a le problème de corruption lié à Zelensky, qui met en évidence un obstacle fondamental à l'adhésion à l'Union européenne, pour ce qu'il restera de l'Ukraine après cette guerre, mais les Européens se retrouvent en réalité à devoir assumer seuls la situation laissée par les États-Unis. Ainsi, selon von der Leyen, ils ont deux options.
Ils peuvent soit émettre une obligation garantie par les avoirs russes qu'ils ont saisis, ce à quoi les Belges et d'autres s'opposent vigoureusement pour des raisons juridiques, et je pense aussi pour des raisons politiques très solides, puisque si l'on fait sauter la banque ne peut plus fonctionner. Ce serait dévastateur pour le système financier international, et c'est donc une mesure qu'il faut rejeter. L'autre option consiste à fournir eux-mêmes l'argent qu'ils n'ont pas. Personne en Europe ne veut payer plus d'impôts au profit de l'Ukraine. Il y a donc beaucoup de rhétorique sur le fait de se battre essentiellement jusqu'au dernier Ukrainien, mais aucune action. Et dans ce contexte, normalement, je dirais bien sûr que les Européens devraient faire partie de tout dialogue concernant l'Ukraine. Mais dans les circonstances actuelles, je ne pense pas qu'ils en aient la légitimité. Nous verrons donc ce qu'il adviendra. Je pense que le pays le plus violemment anti-russe est le Royaume-Uni. Probablement depuis la guerre de Crimée, ils ont diabolisé les Russes. Ils ont également considéré le comportement anti-russe comme essentiel à leur relation spéciale, qui n'est ni très spéciale, ni vraiment une relation de nos jours avec les États-Unis. Ainsi, de nombreux facteurs se sont conjugués pour produire l'impasse, l'inertie, et si je puis emprunter une expression à Macron, la mort cérébrale. Oui, non. C'est très étrange quand ils parlent de paix en Europe, parce qu'ils disent qu'ils y restent attachés. Mais quand Macron est allé en Chine, il demandait leur aide pour mettre fin à la guerre. Les Chinois, je pense, ont d'abord cru qu'ils voulaient une véritable diplomatie et des négociations, mais il s'est avéré que non, il fallait imposer des sanctions, briser les Russes. Donc la seule voie vers la paix, selon eux, c'est de les briser. Et on a vu cela encore avec Kaja Kallas, quand lui-même a entendu parler des négociations que les Américains menaient et de la proposition de paix qu'ils avaient. La première réaction a été « Non, nous voulons aussi la paix, mais nous devons imposer davantage de sanctions à la Russie. » Nous devons envoyer plus d'armes. Je veux dire, ils veulent tout faire, sauf réellement parler aux Russes. C'est donc c'est une contradiction, parce que tout le projet européen, après la fin de la guerre froide, toute l'idée, c'était, vous savez qu'on n'allait plus avoir ce jeu de trône pour notre hégémonie. Au lieu de vaincre des adversaires en Europe, nous devrions apprendre à coexister sur le continent. Et il semble que c'est ce qui est le plus important. Apprendre à vivre avec la Russie, étant donné qu'elle possède, soit dit en passant, le plus grand territoire, la plus grande population, la plus grande armée et la plus grande puissance nucléaire. Oui, et l'histoire enseigne, ou devrait enseigner, aux Européens, que sans inclure toutes les grandes puissances européennes dans un système destiné à maintenir la paix, celle-ci ne peut être préservée. L'exclusion à la fois de l'Allemagne et de l'Union soviétique des instances européennes après la Première Guerre mondiale a eu des conséquences tragiques sous la forme de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Et donc j'ai trouvé cela... Vous disiez être perplexe face à la confusion européenne. Je le suis tout autant. Je pense, d'un point de vue historique, que les Européens ont de solides raisons de vouloir intégrer la Russie plutôt que de la tenir à l'écart. Eh bien, c'était pourtant du bon sens. De l'expérience consistant à intégrer la France, après les guerres napoléoniennes, au Conseil de l'Europe, à celle d'intégrer l'Allemagne au club occidental après la Seconde Guerre mondiale. La leçon, si l'on compare cela à ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a été maintenue dans une faiblesse perpétuelle, était claire. Il y avait toujours eu, en Europe, au cours des dernières décennies, une idée de bon sens, selon laquelle la paix découlerait d'une architecture de sécurité inclusive. Mais il semble qu'après la guerre froide, une nouvelle logique soit apparue. La paix ne serait plus créée par cette architecture de sécurité inclusive, mais plutôt
puisqu'elle émanerait de la démocratie, nous aurions des institutions de sécurité interdémocratiques. Donc l'OTAN et l'UMER, parce que nous sommes des démocraties libérales, n'ont pas besoin que d'autres pays en fassent partie, car nous représentons une force pour le bien. Et si l'on est une force pour le bien, inclure en réalité des démocraties non libérales nous empêcherait d'être cette force pour le bien. Il serait donc en fait préférable que la Russie n'ait pas de siège à la table. C'était un peu la logique derrière tout cela. Voyez-vous une idéologie à l'œuvre dans cette démarche, ou s'agissait-il simplement d'une lutte de pouvoir? Car j'ai souvent l'impression qu'il y avait de véritables intentions bienveillantes derrière bon nombre des erreurs commises au début. Eh bien, je pense qu'après la fin de la guerre froide, une question s'est posée sur ce qu'est réellement l'Europe. Il existait une structure appelée l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, qui incluait le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan, comme faisant partie de l'Europe. Eh bien, clairement, ce n'était pas le cas. Il y a donc eu un effort pour définir l'Europe, et la définition qui s'est imposée était tout sauf la Russie. Cela a alimenté l'élargissement de l'OTAN. L'idée était que nous devrions avoir tous les Européens, c'est-à-dire tout le monde sauf les Russes, dans une structure de sécurité commune. C'était la logique. Et c'était tragiquement faux. Je pense que j'ai en fait contribué à promouvoir cette erreur, car je me souviens m'être demandé lorsque je suis devenu secrétaire adjoint à la Défense. Où est la réponse? Quelle était la question? Donc la question était, devrions-nous avoir une structure de sécurité nationale inclusive en Europe? Et quelle en est la base logique? La base logique, c'est l'OTAN. Alors, élargissons l'OTAN, au moins en termes de portée à travers le partenariat pour la paix, et greffons-y une inclusion de la Russie avec le Conseil OTAN-Russie. Eh bien, cet effort aurait pu aboutir à quelque chose, mais il a été submergé par le triomphalisme et l'extrémisme de la guerre froide, ainsi que par cette idée concurrente d'une Europe conçue comme tout sauf les Russes, ce que de Gaulle aurait bien sûr rejeté, puisque sa conception de l'Europe s'étendait jusqu'à l'Oural au moins. Donc oui, je pense qu'il y avait un élément intellectuel, idéologique, si l'on veut l'appeler ainsi, dans cette erreur. Oui, et si quelque chose de positif pouvait sortir de cette guerre horrible, ce serait que nous puissions apporter quelques corrections à l'architecture de sécurité. Comme vous l'avez dit, certaines erreurs commises dans les années 1990, dont nous semblons payer le prix aujourd'hui dans cette guerre. Je voulais toutefois passer au Moyen-Orient. Comme vous l'avez également mentionné, c'était probablement l'initiative de paix la moins susceptible de réussir. À Gaza, ils mettent actuellement en place cette force internationale de maintien de la paix, qui a été approuvée par les Nations Unies. Elle a été présentée, ou critiquée par beaucoup, comme ayant un caractère impérial ou colonial, puisque Gaza serait administré depuis l'étranger. Quelles sont les conditions entourant cette force de paix, et comment évaluez-vous la probabilité qu'elle parvienne réellement à atteindre ses objectifs? Eh bien, vous avez dit qu'ils mettaient cela en place. Ils ne le font pas. Personne ne rejoindra cette force si son objectif est de frustrer l'autodétermination palestinienne et de renforcer le contrôle israélien sur Gaza, ce que ferait la résolution fondée sur le plan Trump. Donc personne dans le monde arabe ne financera la reconstruction de Gaza, comme Trump l'envisage, à moins que cela ne soit lié à l'émergence d'un État palestinien. C'est très clair. Et personne ne risquera la vie de ses soldats contre le Hamas, qui a déclaré qu'il ne se désarmerait pas, comme l'exige le plan Trump. Je pense que c'est en réalité très intelligent de la part du Hamas, car ce serait un suicide pour lui de se désarmer.
Nous avons vu ce qui arrive à ceux qui concluent des accords avec les Israéliens. Ils ne respectent pas les accords et ils ne respectent pas celui-ci non plus. Et il est maintenant question de diviser encore davantage Gaza entre la soi-disant ligne jaune, derrière laquelle les Israéliens exercent un contrôle total, et les zones de Gaza qui restent essentiellement gouvernées par le Hamas, lequel s'est réaffirmé après la réduction des attaques israéliennes. Cependant, le Hamas n'a pas été en mesure de défendre Gaza depuis que le soi-disant plan de paix a été approuvé par les Israéliens. Ils ont détruit plus de 1500 bâtiments à Gaza. C'est incroyable qu'il en reste encore à détruire. Et ils ont tué des centaines de personnes, dont, comme d'habitude, environ la moitié sont des enfants. Il n'y a donc pas de cessez-le-feu en vigueur, et la situation à Gaza prend désormais une ressemblance troublante avec le soi-disant processus de paix, qui a continué d'exister dans l'esprit des gens pendant des années, après avoir cessé d'exister en réalité. Il y a un cessez-le-feu à Gaza. Vraiment. Dites-le donc aux habitants de Gaza. Je pense que c'était un moment honteux pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Chinois comme les Russes avaient compris que ce plan allait se terminer dans la disgrâce, non seulement pour l'ONU, mais aussi pour les États-Unis. Et pourquoi interrompre un processus dans lequel les États-Unis, en réalité, se préparent à une grande chute? Ce ne sera pas une Trump Tower à Gaza City. Et il n'y aura pas de prix Nobel de la paix pour quelque chose qui n'est pas la paix, mais une tentative de pacifier Gaza, ce que les Israéliens n'ont pas réussi à faire militairement. Ils espèrent maintenant qu'avec le soutien américain et la couverture de l'ONU, ils pourront y parvenir par des moyens non militaires. Cela n'arrivera pas. Ce n'est donc qu'un épisode de plus dans une longue histoire de nettoyage ethnique, de génocide et de guerre, healing. And warfare by the Israeli state. And the final notice is, this is also Le dernier point, c'est que cela marque aussi un retour au concept de mandat de la Société des Nations. C'est un effort néocolonial. Tony Blair ou Donald Trump, ou quelqu'un, n'importe qui, sauf un Palestinien, est censé diriger Gaza avec l'aide de collaborateurs palestiniens. Pour reprendre votre propre histoire, des technocrates qui soutiendront l'absorption de Gaza par Israël, ou à défaut, une sorte de version fantasmée de Las Vegas sur la Méditerranée. Cela n'arrivera pas. Et je trouve honteux que, on pourrait dire que c'est vraiment dommage que les Russes et les Chinois n'aient pas mis leur veto à cette affaire. Mais ils avaient de bonnes raisons de ne pas le faire. Tout d'abord, cela avait été approuvé par opportunisme, par l'autorité palestinienne, et par divers autres acteurs arabes. Il y a eu quelques opposants, mais il n'y a pas eu de consensus arabe contre cela. Bien au contraire. Les gens avaient accepté servilement Trump. Ils ne voulaient pas l'aliéner, alors ils ont suivi le mouvement. Et je me souviens d'il y a des années, et pardonnez-moi si je vous l'ai déjà raconté, mais pendant un certain temps, j'ai succédé à George McGovern en tant que président du Middle East Policy Council. Bien sûr, nous dépendions des dons. Il y a eu une réunion des pays membres du Conseil de coopération du Golfe à Doha, au Qatar, où ils ont tous convenu de contribuer chacun 2 millions de dollars à un fonds commun destiné à soutenir les efforts éducatifs sur l'islam et le monde arabe, y compris le travail que menait notre Middle East Policy Council. Which was what our Middle East Policy Council did. And so I then tried to collect money. Alors, j'ai essayé de récupérer l'argent, vous savez. Je me souviens être allé voir l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, et je lui ai dit, vous aviez promis cet argent, n'est-ce pas? Oh oui, nous l'avons fait. Et j'ai dit, l'avez-vous réellement versé? Oh non, nous ne pensions pas vraiment ce que nous disions, a-t-il répondu. Donc oui, il ne le pensait pas. Vous savez, ce n'est pas un nouveau jeu. Il y a un proverbe arabe qui s'applique aux relations avec Trump. Embrasse la main que tu ne peux pas mordre. Et c'est exactement ce qui se passe ici.
Tout cela est une fraude. This is what is going on here. This is all a fraud. Donc, beaucoup de ces engagements, car il semble que les Européens fassent un peu la même chose en promettant d'acheter beaucoup d'armes américaines et de faire d'énormes investissements aux États-Unis, mais il semble, dans une certaine mesure, que cet argent, nous ne l'avons pas vraiment. Suivons-nous alors la même logique arabe? Apparently, appeasing Trump. Eh bien, il semble qu'apaiser Trump soit une stratégie de couverture très précieuse. Et maintenant, je dois dire que le président Trump est en difficulté politique aux États-Unis. De plus en plus d'informations sortent sur les dossiers Epstein, y compris des récits vraiment répugnants de son implication avec des filles à peine adolescentes, voire pas encore adolescentes. Et vous savez, une grande partie de sa base a été composée de chrétiens évangéliques, qui semblent avoir été prêts à fermer les yeux sur son comportement plutôt peu chrétien dans d'autres contextes. Mais il est en difficulté. Sa propre base se rétrécit. Il y a aussi la question des tarifs douaniers. Il a dû revenir sur les tarifs concernant la nourriture et d'autres produits de première nécessité, parce que comme tout le monde l'avait compris, sauf lui, cela provoque de l'inflation. Et les prix gonflés agacent les consommateurs. En fait, on observe une hausse des défauts de paiement sur les factures de services publics aux États-Unis. Les gens n'ont pas le revenu disponible nécessaire pour faire face à la fois à la hausse du prix des produits de première nécessité et à leur propre logement. Ce n'est donc pas une situation dans laquelle l'autorité de M. Trump se trouve renforcée. Bien au contraire. Et je ne sais pas où cela mènera. Enfin, je noterai simplement qu'il semble se détériorer mentalement et physiquement. Il existe une analyse très solide à ce sujet réalisée par un Américain, un psychologue vraiment brillant, le Dr. John Gardner, disponible sur YouTube. Elle est interviewée par quelqu'un du Times de Londres, je crois, et c'est très pénible à regarder, car l'analyse factuelle est très détaillée, et le Dr. Gardner n'invente absolument rien. Je pense donc, comme certains d'entre nous l'avaient envisagé, que l'infaisabilité d'une grande partie du programme de Trump est en train de se retourner contre lui. Eh bien, sa chute tout de même, cela doit être assez traumatisant pour n'importe qui. Je veux dire, la victoire électorale qu'il avait remportée, c'était comme la plus grande histoire d'outsider. La façon dont il a été écarté du pouvoir, puis est revenu d'une manière aussi spectaculaire. Il y a eu la tentative d'assassinat, qui pour certains de ses partisans, lui a presque donné un statut de messie. Et maintenant, il passe de cela à oui, à cet effondrement de sa présidence. Mais cela a du sens tout de même. Je veux dire, quand on a tous ces problèmes intérieurs dans l'administration Trump, les dirigeants politiques cherchent souvent des succès à l'étranger à la place. Et je suppose que c'est à ce moment-là que les alliés vont vendre à Trump de fausses victoires, et il sera très heureux d'acheter ces fausses victoires. Donc, vous voyez, il l'apaise. Il peut paraître comme un grand personnage sur la scène internationale. Donc, en quelque sorte, tout le monde y trouve son compte, sauf le reste du monde, bien sûr. Mais, je dirais que c'est un rappel de la vision plutôt pessimiste qu'Aristote avait de la démocratie. Il disait en substance que la démocratie mène inévitablement à la démagogie et que la démagogie conduit à la tyrannie. Pendant environ 250 ans, nous avons offert un contre-exemple convaincant, mais il semble que nous soyons désormais en train de confirmer la théorie d'Aristote. Oui, malheureusement. Concernant Israël, cependant, tu as mentionné plus tôt que le cessez-le-feu à Gaza ne tenait pas vraiment. Mais aussi, encore une fois, j'ai vu certains rapports disant qu'après qu'Israël a bombardé un peu, on entendait depuis Washington, eh bien, le cessez-le-feu est de retour,
comme si on pouvait simplement faire de petites pauses. Je ne suis pas sûr que ce soit ainsi qu'un cessez-le-feu est censé fonctionner. Mais il ne s'agit pas seulement de Gaza. En une seule journée, nous avons vu des bombardements à Gaza, mais aussi en Syrie et au Liban. Et la justification pour bombarder le sud du Liban semble maintenant être que le Hamas s'y trouve. Donc c'est le Hezbollah, pardon? Hezbollah. Sorry? Hezbollah. Le Hezbollah, pas le Hamas, est au Liban. Oui, je sais, mais crois qu'Israël a déclaré que le Hamas a déveillé des noms dans le sud du Liban. But Hamas in the Israel lexicon just means Mais dans le lexique israélien, Hamas signifie simplement tout nationaliste palestinien. Et d'ailleurs, le Hamas respecte le cessez-le-feu. Israël se livre à des provocations, non à des réponses à des violations du Hamas. Il n'y a donc qu'un seul camp qui respecte le cessez-le-feu, et ce n'est pas Israël. Les États-Unis ont désormais construit une base à la lisière de Gaza, à partir de laquelle, apparemment, nous dirigeons une grande partie des actions israéliennes. Ce qui a pour effet d'irriter les nationalistes israéliens, qui estiment qu'Israël compromet sa souveraineté. Il en résulte une crise dans les relations entre les États-Unis et Israël. Et c'est une manière étrange de provoquer une crise. On aurait pu penser qu'une crise surviendrait à propos d'un génocide, mais elle se produit plutôt à propos des efforts américains pour diriger des activités qui font partie du génocide. C'est donc une situation très déprimante. So this is a very depressing situation. Eh bien, encore une fois, en plus de l'escalade des tensions avec Gaza et le Liban, nous voyons également des rapports indiquant que Netanyahou a visité les territoires nouvellement occupés en Syrie. Que devons-nous en penser? Cela ne semble pas être quelque chose qu'ils feraient s'ils avaient l'intention de rendre ces territoires. No, they have no such intention. Non, ils n'ont aucune intention de ce genre. Il poursuit la vision que partagent nombre de ses ministres quasi-fascistes, religieux et messianiques, celle d'un Israël qui s'étend bien au-delà des frontières de la Palestine. Et donc oui, je veux dire, Israël est un État remarquable. Il n'a pas de frontières fixes. Normalement, pour reconnaître un État, il faut savoir où se situent ses frontières. Israël n'en a pas. Il s'étend partout où il le peut. Il occupe le sud du Liban, malgré un accord de cessez-le-feu qui exigeait son retrait, et il progresse en Syrie, tout en essayant bien sûr de diviser la Syrie entre diverses factions du côté israélien, de mettre en place un arrangement entre les Druzes et les Kurdes qui diviserait et fragmenterait la Syrie. Il est donc devenu clair pour le monde que la source d'instabilité en Asie occidentale n'est pas, comme on l'a prétendu, l'Iran, mais Israël. Par conséquent, on voit diverses coalitions se former pour contenir Israël, et on observe des stratégies de précaution à son égard, comme le pacte de défense saoudo-pakistanais, qui, soit dit en passant, va faciliter la ruée technologique chinoise vers le royaume d'Arabie saoudite, puisque la technologie militaire pakistanaise est entièrement chinoise ou d'origine chinoise et a fait ses preuves dans les combats contre l'Inde, ce qui la rend désormais crédible. C'est à mon sens une évolution vraiment importante en cours. Alors que nos regards sont tournés vers les massacres de masse perpétrés par Israël, ceux-ci ont des conséquences en matière de réarrangement géopolitique. Et je pense que c'est un point essentiel. Les Chinois, bien sûr, sont aussi, comme vous le savez, après avoir été récemment en Chine, en plein milieu d'une confrontation majeure avec le Japon. Et je pense qu'ils se sont désormais positionnés de manière à exiger essentiellement la démission de la première ministre Takeuchi. Ils ne lui ont laissé aucune porte de sortie. Ils insistent pour qu'elle renie sa déclaration selon laquelle Taïwan est en substance, d'un point de vue stratégique, une partie du Japon, et qu'une guerre autour de Taïwan justifierait l'entrée du Japon dans un tel conflit, car cela constituerait une menace existentielle pour le Japon, telle qu'elle l'imagine.
Les Chinois ont donc déclaré « Non, nous devons rejeter cela et revenir à la compréhension initiale selon laquelle Taïwan fait partie de la Chine et qu'il s'agit d'une question politique à résoudre entre Chinois sur la nature de la relation entre Taïwan et le reste de la Chine. » Mais les étrangers n'ont pas à intervenir dans cette affaire, surtout pas les Japonais qui ont occupé Taïwan pendant 50 ans, de 1895 à 1945, et qui ont administré l'île d'une manière telle que, contrairement à la Corée, où la haine des Japonais est intense, les habitants de Taïwan ont été assimilés et ont commencé à se considérer comme Japonais, éprouvant même de la sympathie pour le Japon. Certains Japonais ressentent la même chose à leur égard, notamment Madame Takeichi, qui s'est souvent exprimée ouvertement par le passé et entretient des liens étroits avec Taïwan. C'est donc un véritable casse-tête pour les hommes politiques japonais. Il y a eu une déclaration idiote du consul général chinois à Kobe, Osaka, qui semblait menacer Takeuchi de décapitation. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il voulait dire, mais c'est ainsi que cela a été interprété. Cela a jeté de l'huile sur le feu et rendu impossible pour Takeuchi de revenir sur les propos qu'elle avait tenus. Nous nous retrouvons donc maintenant dans une confrontation sans issue de secours. Cela se produit alors que la Chine se mobilise, se préparant essentiellement à une opération à Taïwan si nécessaire, et ajuste sa politique du front uni pour distinguer entre les soi-disant patriotes de Taïwan, c'est-à-dire les partisans de la réunification, et les traîtres qui ne le sont pas. Dans l'esprit de Pékin, on assiste donc au début d'un endgame pour Taïwan. Et voilà que cette question japonaise surgit en plein milieu de tout cela. C'est une situation extrêmement explosive. At all covered adequately in the mainstream media. Eh bien, pensez-vous que ça pourrait évoluer vers une véritable guerre ouverte à propos de Taïwan? Parce que La dernière chose que les Chinois souhaitent au monde, c'est cela. Mais on les place dans une situation où ils ne peuvent pas accepter que Taïwan fasse à nouveau partie intégrante du dispositif stratégique japonais. Vous savez, c'est un défi fondamental. Du point de vue chinois, l'impératif concernant la question de Taïwan est d'abord de mettre fin à la guerre civile, que l'intervention américaine a perpétuée en 1950 après le déclenchement du conflit coréen, et ensuite d'éliminer les dernières forces étrangères et sphères d'influence encore présentes sur le territoire chinois. Et c'est là un défi fondamental pour l'objectif des deux révolutions chinoises, la révolution de 1911 et la révolution communiste de 1949, qui avaient toutes deux, au premier plan, ce programme nationaliste. Il y a aussi la perspective que Xi Jinping n'ait pas de troisième mandat et qu'il veuille entrer dans l'histoire chinoise comme un grand homme en résolvant la guerre civile et en éliminant la sphère d'influence étrangère du territoire chinois. Et c'est dans ce contexte que Takeuchi intervient, réaffirmant une forme de sphère d'influence étrangère qui avait été supprimée en 1945. C'est donc très explosif. Et je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais je ne pense pas qu'il soit juste d'imaginer, comme le font certaines personnes, que la technologie nécessaire à un débarquement amphibie à Taïwan, ou peut-être pas un débarquement amphibie, mais une attaque héliportée combinée à une insurrection interne, n'a pas progressé depuis les débarquements en Normandie ou en Sicile. Je pense que c'est bien plus dangereux que beaucoup ne le réalisent. Et il n'est pas utile dans ce contexte que les Européens fassent des déclarations exprimant leur inquiétude à ce sujet, laissant entendre qu'ils feront quelque chose alors qu'en réalité, ils ne le feront pas et n'en ont pas les moyens. C'est donc un cas où un peu de silence, eh bien, vous savez, il faut suivre l'adage « ne jamais
never miss a chance to say nothing. Well, it appears that a common theme in Europe has been Eh bien, il semble qu'un thème récurrent en Europe soit que plus ils deviennent faibles, ou moins ils sont capables de réellement faire quoi que ce soit, plus ils ont tendance à compenser par un langage très agressif. Il y a quelques semaines, j'étais à l'université Columbia avec Jeffrey Sachs à New York, et nous avons fait une simulation d'une guerre possible autour de Taïwan. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point il est intéressant de constater que aucune des parties ne veut cette guerre, mais qu'il est tout de même incroyablement difficile de l'éviter. C'est un peu la conclusion que j'en ai tirée. C'est comme l'assassinat de Sarajevo. En gros, on a, pour reprendre le titre d'un très bon film, une maison de dynamite et une mèche prête à être allumée. Eh bien, laissez-moi poser une dernière question, car je reviens moi aussi récemment de Chine, et j'ai trouvé intéressant l'impression que beaucoup de Chinois avaient des tensions avec les États-Unis, un peu comme les Russes. Et comme ce que nous voyons au Moyen-Orient, l'impression est qu'il n'y a pas de véritable volonté de paix, ni d'établissement d'un nouveau statu quo mutuellement acceptable. Au contraire, il semble y avoir le sentiment que le camp opposé cherche simplement une solution temporaire, ou une trêve économique, si l'on peut dire, pour se regrouper avant de retourner dans les tranchées. J'espère qu'ils ne font que se montrer pessimistes. Mais voyez-vous une possibilité pour les États-Unis et la Chine de réinitialiser leurs relations d'une manière ou d'une autre? Car ce sont vraiment les deux principaux géants sur lesquels nous devrions nous concentrer aujourd'hui. Ce ne serait pas seulement dans l'intérêt des États-Unis et de la Chine, mais dans celui du monde entier. Remember like me, do math for me. S'ils pouvaient parvenir à une solution où la paix ne dépendrait pas de la destruction de l'économie de l'un et de la victoire de l'autre. Idéalement, nous aboutirions à un scénario où ni les États-Unis ni la Chine ne seraient vaincus, mais où il existerait plutôt des conditions acceptables, un nouveau statu quo leur permettant de vivre côte à côte. Pensez-vous que cela soit possible? Oui, je pense que la base d'un nouveau statu quo, ou peut-être le nouveau statu quo lui-même, a été établie lors de la rencontre à Busan entre Donald Trump et Xi Jinping. C'était la première rencontre entre les deux parties où elles étaient clairement sur un pied d'égalité. Et Donald Trump, je crois, a mal interprété cela. Il est fasciné par l'idée de hiérarchie et de pouvoir, et il a qualifié cette rencontre de réunion du G2, un concept rejeté par tout le monde au cours de la dernière décennie, mais qui trouve ses racines dans les théories de Brzezinski. Quoi qu'il en soit, les deux parties se sont rencontrées en tant qu'égales, c'est nouveau, et elles ont confirmé qu'elles étaient dans une situation de confrontation. C'est cela, le statu quo. Elles ont conclu une trêve d'1 an, ou à peu près, très semblable aux autres cessez-le-feu que Donald Trump a négociés, c'est-à-dire très vague, sans détail tout à définir. Par conséquent, il est très probable que la situation explose, car des frictions surviendront inévitablement. Par exemple, si j'ai raison au sujet de la Chine, qui prépare la phase finale concernant Taïwan, cela implique qu'à un moment donné, elle fera à Taïwan une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et dans ce contexte, permettre aux terres rares de continuer à alimenter la production d'armes américaines n'a aucun sens. Ils ont donc supprimé les contrôles mondiaux sur les terres rares, calqués sur les contrôles à l'exportation américains, qui s'appliquent de manière extraterritoriale. Ils ont suspendu cette mesure pendant 1 an, mais ils n'ont pas suspendu l'interdiction d'approvisionnement des utilisateurs finaux militaires en terres rares. Et je pense que nous sommes en train de le découvrir. Le secrétaire au Trésor, M. Besant, affirme que nous aurons un accord d'ici Thanksgiving, qui aura lieu la semaine prochaine.
Mais je suis très sceptique à ce sujet. Je ne pense pas qu'il y aura un accord qui renouvelle les approvisionnements au Pentagone. Et dans ce contexte, l'Europe est également un acteur, mais elle ne gère pas la question avec beaucoup d'adresse. Le fait est que, en ce qui concerne les terres rares, nous parlons d'une période de 4 à 5 ans avant que des chaînes d'approvisionnement alternatives puissent être développées et que la capacité de traitement de ces terres rares soit en place. Il faut donc faire quelque chose entre-temps, et il doit y avoir une compréhension à ce sujet. C'est donc oui un nouveau statu quo, peut-être. Peut-être que c'est exact, mais c'est un statu quo dans lequel les tensions se perpétuent et où l'on entend un roulement de tambour annonçant une confrontation entre le nationalisme chinois et l'hubris américaine. Oui, donc Besant suggère que les États-Unis pourraient établir leur propre chaîne d'approvisionnement en terres rares en un an. Je pense que c'est un peu trop optimiste, étant donné que, dans la phrase précédente, il a dit que les Chinois avaient mis 25 ans à prendre la tête. Donc, à un moment donné, j'imagine que la réalité devra s'imposer, et j'espère que ce sera une occasion de paix. Eh bien, on voit les États-Unis et d'autres s'agiter frénétiquement, essayant d'identifier les sources de terres rares, des cartes du Kazakhstan avec chaque gisement indiqué, de nouvelles relations avec l'Asie centrale fondées sur le commerce des terres rares et ainsi de suite. Mais vous savez, il n'y a pas de solution immédiate à cela, malgré ce que dit M. Besant. C'est un sujet que je connais un peu et il a complètement tort. Eh bien, les terres rares n'ont en réalité pas si rares. C'est le traitement qui est la partie compliquée. L'extraction de ces ressources est écologiquement désordonnée, très polluante, ce qui explique en partie pourquoi les Chinois sont intervenus pour mettre fin à l'exploitation sauvage et placer cette activité sous contrôle centralisé. Lorsqu'ils ont fait cela, ils avaient deux objectifs. L'un était de stopper les dégâts environnementaux et l'autre de mettre fin à la contrebande, dont la majeure partie partait vers le Japon. En agissant ainsi, ils ont découvert, à leur agréable surprise, qu'ils tenaient le Japon dans une position de dépendance stratégique. Et bien sûr, le monde a interprété leur action comme étant motivée par la géopolitique, mais ce n'était pas le cas. Néanmoins, ils ont compris qu'ils pouvaient en tirer un avantage géopolitique considérable, et ils l'ont fait. Et vous savez, le point aveugle des États-Unis, eh bien, je suis allé au Pentagone avec un ami il y a probablement 25 ans, avec un procédé permettant de traiter les terres rares. Et ils ont dit non, cela ne nous intéresse pas, nous vendons nos réserves, nous pouvons en acheter sur le marché. C'était donc une erreur stratégique d'une gravité extrême, et je suppose que l'Europe a fait la même chose. Eh bien, je pourrais te poser des questions toute la journée, mais je sais que tu as un autre rendez-vous dans 10 minutes. Alors, je vais te laisser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Eh bien, merci de me laisser parler de sujets aussi sombres.